Près de 4000 kamikazes japonais ont perdu la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale. La propagande nippone en a fait des héros. Mais ces pilotes lancés dans des actions suicidaires étaient-ils vraiment volontaires? À l'été 1944, le Japon est acculé au bord de l'effondrement. Ses forces aéronavales sont réduites à la portion congrue. Différents officiers ont alors l'idée d'améliorer la précision et l'impact des attaques aériennes en transformant hommes et appareils en bombes. Les kamikazes, dont le nom signifie vent divin, sont nés. C'est le vice-amiral Onishi qui, en octobre 1941, au cours de la bataille du golfe de Leyte, ordonnait pour la première fois à une escadrille de s'écraser sur des cibles. Commandant de forces aéronavales pour le moins affaibli, Onishi est chargé de bloquer l'avancée des troupes américaines du général MacArthur, qui doivent reprendre les Philippines. Au départ, cette tactique n'est pas destinée à être pérennisée, mais la première attaque dans le golfe de Leyte est un grand succès. Le porte-avions américain Saint-Lô est coulé, faisant 143 victimes. Les marins américains sont d'abord stupéfaits, persuadés d'être attaqués par des fous fanatiques, et ils commencent à s'interroger sur le prix à payer pour vaincre le Japon. D'autant qu'après le succès de cette première attaque, la marine et l'armée nippone décident de lancer d'autres offensives basées sur la tactique kamikaze, car elle possède un avantage certain, elle n'exige pas des pilotes expérimentés. Les kamikazes peuvent être formés en peu de temps, alors qu'il faut des mois pour entraîner un pilote de bombardier compétent. Mais comment ces kamikazes étaient-ils recrutés et qui étaient-ils vraiment ? Étaient-ce des fanatiques prêts à mourir selon le code d'honneur des samouraïs et le bushido? Ou leur héroïsme insensé n'est-il qu'une pure invention des services de la propagande nippone? La plupart des recrues sont très jeunes, souvent des étudiants, car l'Empire du Soleil Levant ne souhaite pas envoyer à une mort certaine les derniers pilotes expérimentés qu'il possède. Mais contrairement à ce que le public croit souvent, ces jeunes hommes tentent de trouver un sens à leur mort, sans évoquer l'image de dieu de la guerre ou de samouraïs des temps modernes, dont les affuble la propagande nippone. En réalité, au cours des années 30 au Japon, la montée d'un militarisme forcené a favorisé la diffusion dans l'opinion publique de la notion même de sacrifice. Le lavage de cerveau des enfants dès leur plus jeune âge a fait le reste. Le phénomène des kamikazes n'est pas culturel, il est bien idéologique. Il n'empêche qu'à la fin de la guerre, les kamikazes sont devenus un élément important de la tactique militaire japonaise, d'autant que les Américains n'ont cessé de progresser dans le Pacifique en s'emparant des îles Marshall, de Tarawa, de Guam, des Carolines, des Mariannes, d'Iwo Jima et en attaquant finalement Okinawa au printemps 1945. Pour les Alliés, les kamikazes représentent une réelle menace. Ils vont être responsables de près de la moitié des dégâts infligés à des navires de guerre américains. Ils vont parvenir à couler près de 60 navires et vont en endommager près de 400. Mais les pertes japonaises sont évidemment bien plus importantes. Seuls 17% des appareils parviennent à toucher leur cible. Les attaques suicides vont pourtant se multiplier, menées le plus souvent par de jeunes hommes terrorisés qui oublient parfois d'armer leurs bombes. L'un des premiers kamikazes, le lieutenant Yukio Seki, bourreau du porte-avions Saint-Lô, aurait déclaré avant de partir pour sa dernière mission de combat « L'avenir du Japon est bien morne s'il est obligé de tuer l'un de ses meilleurs pilotes. Je ne fais pas cette mission pour l'empereur ou l'empire, je la fais car j'en ai reçu l'ordre. » Avant sa mort, l'étudiant soldat Uehara Ryoshi parvient à transmettre un message à sa famille malgré la censure. Il écrit « Quel que puisse être son succès momentané, une nation totalitaire et autoritaire sera toujours finalement vaincue. » L'universalité de cette vérité est en train d'être prouvée par les événements présents, comme elle a été montrée par le passé.
La grandeur de la liberté est éternelle. Uehara avait 22 ans.